Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée interprofessionnelle autour de la question santé mentale des jeunes. C'est une belle opportunité qui nous est offerte pour nous préoccuper d'une noble et vaste question. C'est aussi une grande audace, car celle-ci paraît en démantèlement. Alors aujourd'hui, j'ai un rôle ingrat, le rôle de faire un peu un état des lieux historique. Mais il fallait que quelqu'un le fasse et je pense que j'étais bien placé pour ça. Voilà. Pour me présenter, je suis le docteur Pierre Lafont, pédopsychiatre à Tarbes depuis une quarantaine d'années. Ma longue activité professionnelle m'a permis de traverser et connaître bien des secteurs de la spécialité et leurs évolutions depuis ma fonction hospitalière à mes responsabilités médico-sociales et sociales et à ma pratique libérale. J'ai décidé de proposer mon témoignage aux organisateurs de cette journée, à l'attention des partenaires et des tutelles, car l'évolution de notre spécialité et des pratiques y afférentes atteint un point de bascule critique sur le terrain. Il est formulé aujourd'hui dans les recommandations pour cette journée, l'interconnaissance. Alors c'était le moment de partager une réelle information. C'est à partir du message des familles que j'ai pu recueillir un grand nombre de renseignements. De manière générale, j'ai eu des échanges avec l'ensemble des praticiens du territoire autour de cas cliniques communs. Je parle avec leur accord. Je n'oublie pas que le système de santé en général appartient à la population qui le finance. Historiquement, les pédopsychiatres locaux ont été les piliers essentiels, avec les médecins scolaires et PMI, de la dynamique du soin et de la prévention aux enfants et adolescents dans le 65. Leur dramatique pénurie actuelle est l'une des causes essentielles de la déstructuration du système soignant que nous observons, avec ses graves conséquences probablement non réversibles. Nous pourrons en discuter. Voilà. Elle a été provoquée par des acteurs persévérants et inéluctablement malgré nos signaux d'alerte. Hélas, quand les agents sont absents sur le terrain, on apprend à s'en passer par la force des choses. Et quand il s'agit de piliers du système, c'est la structure qui se distord et entre en mutation. Cela transforme les pratiques d'accompagnement en les réduisant de manière préoccupante vers la déqualification. Les collègues sont unanimes, enfin, ceux avec lesquels je parle sur le terrain. Heureusement, il reste encore des professionnels impliqués et des initiatives utiles, donc on va l'entendre tout à l'heure, mais elles sont de plus en plus isolées. Je vous propose de revenir dans un premier temps sur certaines notions fondatrices au regard des recommandations de la journée. Dans un deuxième temps, après avoir présenté l'évolution de notre population, je vais procéder à une investigation comparative sur le 65 des dispositifs et des pratiques d'hier, les années 85-90, et celles d'aujourd'hui. Il s'agira enfin, avec votre aide, de discuter des conclusions éventuelles. Bien entendu, je ne parle que de ma place. Certains d'entre vous ont déjà ces connaissances. Nombre de précisions ou ajustements pourront être apportés dans la discussion. Je sais que le professeur Marcelli saura nous éclairer de ses enseignements. J'aurais beaucoup à dire, trop pour le temps imparti. Je vais donc réduire ma présentation. Toutefois, je laisse mon écrit à la disposition des organisateurs. Des notions essentielles. Dénommer ainsi notre rencontre journée interprofessionnelle, c'est déjà probablement y considérer comme déterminante la pluralité des agents et des champs professionnels à l'œuvre dans cette mission d'accompagnement. En effet, on ne peut y travailler correctement seul ou isolé. Au-delà, c'est la question du réseau interprofessionnel en santé mentale qui est essentielle dans ses complémentarités. Pour qu'il remplisse sa fonction, ce réseau, il faut qu'il soit constitué de réelles liaisons dans les collaborations et non de simples juxtapositions, contrairement à ce qui s'opère actuellement. Cette journée pourrait en constituer l'un des maillons importants de ces collaborations. Voilà. Si elle est rendue aux professionnels eux-mêmes et si elle veut pérenniser sa fonction. De surcroît, les professionnels, enfin ceux-là de première ligne, restent depuis longtemps dans une attente insatisfaite de ce côté-là, ce qui explique peut-être que nous soyons nombreux aujourd'hui. La notion de santé mentale. Elle s'est progressivement élargie, particulièrement sous l'action des médias et du politique. Elle va du bien-être individuel à la psychopathologie grave.
Elle aurait tendance à déborder de plus en plus du champ sanitaire vers la question de l'épanouissement personnel et de la meilleure adaptation sociale, tendant même progressivement à dénier la psychopathologie, évacuant de plus en plus la notion de maladie mentale. Évoquer les jeunes, c'est parler des moins de 25 ans, puisque c'était donc ce qui était formulé dans le titre, c'est parler des moins de 25 ans en différenciant les enfants, 0-11 ans, les adolescents, 11-17 ans, et les jeunes adultes, 18-25 ans. Donc la question était très vaste, mais le plus souvent, la référence évoque les 15-25 ans. Donc je ne détaillerai pas chaque tranche d'âge avec ce que cela peut supposer du côté de la santé mentale. Voilà. Alors, du côté de la pathologie, tout n'a pas la même gravité. Ceci est important. Il faut bien entendu préciser qu'une majorité de jeunes va bien et se débrouille sans notre aide. Quelques mots sur la pédopsychiatrie ou psychiatrie infanto-juvénile. Par définition, elle est la branche de la psychiatrie consacrée aux enfants, de la naissance jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, avec ses domaines de l'étude, la prévention, le diagnostic, le traitement. Peut-être que nombre d'entre vous savent tout ça, mais je crois qu'il était bon de le repréciser. Elle entretient une filiation avec la médecine dont elle relève et des liens avec la neurologie, la psychologie du développement, la sociologie, les sciences sociales et de l'éducation, le judiciaire. Elle est donc particulièrement transdisciplinaire. En France, elle a longtemps protégé les enfants des interventions médicamenteuses, ce qui est en train de changer. Elle se situe entre le pôle des neurosciences et celui de la clinique psychodynamique. Actuellement, on tend à se référer aux pratiques intégratives qui voudraient faire coexister les diverses approches. Elle a été une discipline complexe et attractive où les praticiens ont une formation de qualité. Hélas, elle a la particularité d'être impactée par le discours politique qui tente de l'infléchir et la faire pâtir gravement des orientations gestionnaires. Elle est actuellement mise à mal. Les étudiants en médecine semblent s'en détourner. L'histoire des pratiques et des institutions spécialisées, j'en dis un mot parce qu'il y a toute une histoire dans le département avec l'hôpital de Lannemezan. Elle nous était savamment enseignée, cette histoire, dans nos études. Elle faisait référence conceptuelle. L'histoire territoriale, elle, autour du soin spécialisé, était souvent appréhendée dans la proximité des internats en périphérie. J'ai par exemple pu en apprendre beaucoup sur l'histoire de la place de l'enfant à travers l'exploration de l'évolution du secteur enfant à l'asile psychiatrique de Lannemezan. C'était impressionnant. Voilà. Sous des considérations paradoxales de bientraitance, dans cette dimension historique, ne sommes-nous pas dans un mouvement donc historique de régression concernant le soin que nous prenons des enfants et des adolescents? Je suis désolé de vous le dire, mais je suis quand même en première ligne. Voilà. C'est une hypothèse très sérieuse qui semble avoir toute son actualité. Bien de nos confrères la partagent. Dans les recommandations, à propos du contenu des interventions de notre journée, puisqu'il y avait quelques recommandations, j'ai pu relever les notions de renforcer le maillage territorial, soutenir la coordination des acteurs de l'accompagnement des jeunes, l'interconnaissance et le partage d'une culture commune, sortir de l'accompagnement classique, promouvoir les initiatives. Autant de concepts qui doivent avoir du sens pour nos tutelles et qui ne sont sûrement pas le fruit du hasard. Ils pourraient nous surprendre compte tenu de ce qui s'opère dans notre secteur. Le maillage territorial. Je vais aborder qu'un ou deux thèmes là, de ces propositions. Le maillage territorial, il ne se décrète pas. Il se construit essentiellement dans l'implication des terrains. C'est un pari actuellement risqué, car encore faut-il qu'il ne soit pas déserté par des professionnels essentiels ou introuvables. On pourrait même dire qu'il faut une certaine témérité pour prétendre à une telle ambition aujourd'hui, c'est-à-dire du bon maillage territorial. L'interconnaissance, elle est toujours intéressante, mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir une réelle communication sur le contenu des diverses pratiques. À ce propos,
nous ne disposons pas d'un référentiel informatif. Je cite cette anecdote-là, que nous ne disposons pas d'un référentiel informatif à l'adresse des professionnels. Par exemple, je viens de découvrir par hasard qu'il y avait une équipe mobile adolescent et les fonctions qu'elle pouvait développer. Je ne savais pas. Or, je suis vraiment en première ligne. Mais, dans leur lecture, nos tutelles sont-elles bien au fait d'une connaissance de nos pratiques et enjeux, des nécessités de ce type de soins, de ces réalités aussi? Parfois, nous pouvons en douter. L'autre thématique, qui était une des autres thématiques, sortir de l'accompagnement classique et promouvoir les initiatives. Alors, cela paraît être intéressant et donner la saveur d'un élan transformateur bien au goût de notre époque. Cela peut surtout faire occulter l'essentiel. C'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Voilà. Le traitement structurel de fond, l'accomplissement des bases, celles-là même qui sont de moins en moins assurées. L'un ne compense surtout pas l'autre. Nous nous référons aux indications de nos sociétés savantes dans le travail. Alors, les spécificités et évolution des populations. J'ai voulu quand même en dire quelques mots, puisqu'on parle de... Le professeur Marcelli l'abordera cet après-midi, mais actuellement, je vais parler d'actuellement, l'augmentation des séparations familiales est pourvoyeuse de souffrances réactionnelles et d'inadaptation. Les troubles du comportement sur terrain de carences éducatives et monoparentalité sont plus nombreux. Il y a une invasion des difficultés scolaires avec formalisation de troubles 10, augmentation des demandes de l'école avec aménagement scolaire et déscolarisation. Les cas semblent de plus en plus lourds et complexes, psycho-médico-sociaux, de plus en plus précoces, avec parfois situation d'urgence pour hospitalisation de jeunes enfants, 9-10 ans. La pandémie Covid semble avoir été un facteur aggravant. Les addictions chez enfants et adolescents avec problèmes de comportement et risques suicidaires sont extensifs. Les TSA, TDAH, problèmes d'identité frappent à la porte de la consultation. Il y a une saturation des hôpitaux de jour. J'y reviendrai. Les manifestations psychotiques sont en augmentation. Les pratiques se sont modifiées. Il n'y a plus de temps pour les psychothérapies des pédopsychiatres. Les rendez-vous sont espacés à 1 mois et demi, je pense, dans les services publics, avec augmentation des prescriptions médicamenteuses. Antidépresseurs, sédatifs, antipsychotiques, Ritaline. Les listes d'attente aux consultations ont explosé. 1 an et demi à la CMP de Tarbes, 2 ans et demi au CMPP. C'est absurde. On court dans tous les sens avec le poids de l'incertitude. Ah, je vous cite le propos d'un collègue. On court, qui me dit, travaillant à l'hôpital, on court dans tous les sens avec le poids de l'incertitude et la pression. On passe peu de temps sur chaque structure. On n'a plus le temps pour réfléchir. Heureusement, il faut le répéter, une majorité de jeunes va bien. Investigation comparative des dispositifs et des pratiques spécialisées du 65. Donc j'ai choisi une méthodologie permettant une appréhension soucieuse d'objectivité, c'est-à-dire recenser les dispositifs, parce que là-dessus, il est difficile de... On peut réfléchir. Voilà. Pour le service hospitalier public, les 5 villes du département, Tarbes, Lourdes, Lannemezan, Bagnères et Vic-Bigorre, bénéficiaient, donc je parle des années 85-90, puis après de 2023, alternativement, pour pouvoir discuter. Alors, donc, les 5 villes bénéficiaient d'une CMP d'accès rapide, plus un CATTP. Chaque structure locale avec son médecin référent. Ainsi, 5 pédopsychiatres pour 5 villes. Chaque praticien avait d'autres affectations ou spécificités, bien entendu, en dehors de son site de référence. Le PH de Tarbes était secondé par les autres praticiens des secteurs sur Tarbes. Hôpital de jour, consultation, rencontre avec les parents, etc. Pour les suivis psychothérapiques, les pédopsychiatres assuraient toujours la première consultation, proposaient l'indication, puis faisaient des points d'évolution ultérieurs. Ils étaient souvent assurés par les psychologues. Actuellement, sur ce point,
les 5 villes du département n'ont plus de médecins attitrés. 3 postes actifs sur 7 à l'hôpital, dont 2 à temps partiel. C'est quand même quelque chose. Le secteur de Vic a été fermé en dépit des besoins de la population du nord du département, qui sont importants. Les délais d'attente en consultation de CMP peuvent donc aller jusqu'à 18 mois. La prise en charge au CATTP est de 1 an et demi. Donc vous dépistez un cas d'autisme en libéral, vous téléphonez pour savoir s'il peut être pris en charge au CATTP, et le collègue vous dit dans 1 an et demi, alors que nos recommandations à nous, c'est la prise en charge précoce. Les pédopsychiatres ne peuvent plus assurer les premières... Alors maintenant, les pédopsychiatres, bien sûr, ne peuvent plus assurer les premières consultations. L'accueil se fait par le service infirmier et faire le point des suivis. Le corps des psychologues in situ s'est notablement agrandi, heureusement. À ce jour, ce ne sont plus les praticiens de périphérie qui viennent renforcer Tarbes, mais plutôt les médecins de Tarbes qui donnent un temps de passage à la périphérie. Un temps de passage. Les Lucioles, à Lourdes, Lamarin, à la Bagnères en particulier, Vic, ça n'existe plus. Voilà. J'ai pu entendre, parole de médecin, c'est de l'éparpillement et de l'insécurité. Avec peu de temps sur chaque structure, ce n'est pas du travail. Nous tenons, mais à quel prix? Tarbes, Lourdes et Lannemezan bénéficient d'un hôpital de jour. Plus tard, en 85-90. Plus tard, il y eut l'hôpital de jour pour les petits, ce qui était une bonne avancée. Les admissions pouvaient s'engager assez rapidement, d'abord, après présentation de cas entre praticiens, souvent téléphoniques, puis consultation et évaluation in situ, ça allait assez vite. Aujourd'hui, les 3 hôpitaux de jour demeurent. 2 à Tarbes, 1 à Lannemezan. Au total, quand même, 4 structures sur l'hôpital, sur le service public, on va dire, sont sans pédopsychiatre. Voilà. Je pourrais les énoncer si c'était nécessaire. Pas de médecin pédopsychiatre pour celui de Tarbes depuis 1 an et demi, l'hôpital de jour. L'hôpital de jour de Lourdes fonctionne à mi-temps avec passage d'un praticien tarbais. Donc les praticiens tarbais viennent donc assurer un service. Les praticiens évoquent une double contrainte. Ils me disent moins de moyens, plus de demandes. Plus de demandes. Le chef de service. Le chef de service soutenait une dimension clinique volontariste dans les années 85-90 et de recherche sur l'ensemble de l'intersecteur. C'était quelque chose de dynamique. Voilà. À ce jour, il n'y a plus de chefferie de service. Devant les difficultés, l'administration gère les projets. J'ai pu entendre, on ne va pas prendre la responsabilité de structure où on ne va jamais aller. Bon. Le praticien de l'époque, je le nomme, le docteur Perron, le chef de service, intervenait en pédiatrie, ce qui permettait un éclairage pluridisciplinaire des situations cliniques complexes. Elle avait une formation spécialisée pour les nourrissons. Actuellement, il n'y a plus de pédopsychiatres qui passent en pédiatrie. Donc, secteur par secteur, je décline les comparaisons. Un centre référent a été mis en place pour les troubles des apprentissages avec intervention de 3 pédiatres à temps partiel. Il peut y avoir jusqu'à 1 an et demi d'attente entre la constitution du dossier, son dépôt, son examen et la consultation diagnostique, puis 8 mois jusqu'à la prochaine consultation de mise en place des actions. Je pense qu'ils ont 15 dossiers par semaine à traiter. Il y a donc une inflation de ce côté-là qui pose question. L'analyse psychopathologique est impossible, et donc en pédiatrie, par l'absence du pédopsychiatre qui passait autrefois, l'analyse psychopathologique est impossible et le traitement sous l'angle adaptatif scolaire prioritaire n'est pas sans rapport avec l'explosion rééducative. Voilà. En 85, il y avait 3 orthophonistes sur le département. Il y en a aujourd'hui une 60aine et il en manquerait. Lannemezan bénéficiait de l'unité hospitalisation adolescent qui se prolongeait par un service de consultation et suivi sur Tarbes, qui s'appelait l'ADAOS à l'époque, avec une activité dynamique, congrès, journée d'études. Le relais fut pris plus tard par la Maison des adolescents avec d'autres orientations. À ce jour, l'unité hospitalisation adolescent demeure, malgré les difficultés et les rumeurs de fermeture.
c'est ce qu'on entend. Hein, voilà. Des médecins passent par intermittence, les familles rapportent cela. Hein. Les psychiatres des services adultes collaborent pour les traitements médicamenteux. J'ai appris qu'un interne en pédopsychiatrie devait être recruté actuellement. Une certaine patientèle s'oriente sur Pau. Je le constate. Il n'y a pas de psychiatre à la maison des adolescents. Ce sont les psychologues et les travailleurs sociaux qui reçoivent. Je pense qu'il y a 14 mois d'attente. Voilà. Certes, on pourra en discuter, hein, tout ça, bien entendu. Certains ados sont adressés à Libéral pour les prescriptions. J'en ai reçu. Le psychologue suivait donc à la maison des ados et il avait besoin de prescriptions et il s'était adressé à moi. Une petite équipe mobile est active ainsi qu'un CATTP ado sans pédopsychiatre. Un projet ambulatoire de dépistage serait en cours, mais pour quelle prise en charge, je ne sais pas. Voilà. Alors, les praticiens participaient régulièrement au CCPE et CCSD. Vu l'inflation des problèmes scolaires, je pense que c'est important que je parle de ça. Des commissions de circonscription. On était aux équipes techniques, CDES, pour l'instruction des dossiers, et le chef de service à l'instance décisionnaire de la CDES, avec un pédopsychiatre extérieur, qui l'aidait donc. Ces instances nous permettaient, autour de cas signalés, de rencontrer les enseignants, psychologues et rééducateurs du réseau d'aide, et les médecins scolaires, afin d'analyser ensemble les indications et les orientations à souscrire avec la participation des parents. On faisait rentrer les parents en fin de réunion pour en parler. Voilà. Celles-ci étaient sélectives, les indications, mesurées et suivies. Voilà. Par tout ce réseau. À ce jour, plus de CCPE et de CDES, avec intervention de la pédopsychiatrie. La MDPH semble tout traiter en direct avec l'école et nous n'avons plus qu'à compléter les imprimés sans savoir qui les valide et sans le moindre retour. Je suis désolé, mais ce n'est pas très confortable. Pour nous, pour le praticien. Les réseaux d'aide sont en extinction et les indications rééducatives et orientations institutionnelles paraissent désormais sortir de l'école et sont devenues extensives, ce qui est consécutif. Je reçois des parents, ils ont déjà toutes les indications qu'ils doivent faire et certains ont pu me dire, ben vous savez, on nous a demandé à l'école de faire un bilan neuropsychologique, on a payé 400 € de notre poche, c'était dur. Voilà. Bientôt favorisé par la pénurie de pédopsychiatres, le traitement pourra être exclusivement administratif de ces questions rééducatives. La MDPH prenant une ampleur décuplée par les demandes d'aide, recouvrant alors la dimension psychopathologique des situations. L'autre jour, j'avais un imprimé à remplir. Il y avait la situation psychopathologique, mais je me disais, qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est utile finalement? Voilà. Puisque déjà les indications sont posées. Les praticiens hospitaliers sur leur secteur faisaient des réunions mensuelles avec les travailleurs sociaux. Encore un autre plan de travail, assistante sociale, assistante de l'aide sociale à l'enfance sur les circonscriptions, donc, et pouvaient les recevoir à leur demande autour de cas problématiques. Donc, on avait des réunions régulières, une fois par mois, courtes, et puis, ponctuellement, les assistants sociaux pouvaient venir nous parler de ce qui les préoccupait à propos de certains cas d'enfants. Aujourd'hui, plus de réunions mensuelles, ni de rendez-vous spontanés des pédopsychiatres avec les services sociaux. Le service de santé scolaire bénéficie au moins de 5 médecins. On me dit 7, mais bon, moi j'en ai connu 5. Il était dirigé par un médecin-chef, je le cite, c'était le docteur Osseli, assisté de ses confrères. Il se distribuait dans les différents établissements. Il pouvait suivre les trajectoires patientes de la maternelle à la fin du lycée. Le médecin scolaire avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps me disait on les connaissait. Voilà. Nous étions directement consultés, praticiens publics ou privés, sur les situations sensibles. Le plus souvent directement par téléphone avec une communication assez soutenue. Aujourd'hui, le service de santé scolaire n'a plus qu'un seul médecin titulaire, plus un médecin contractuel pour 6 postes qui seraient à l'effectif. Les patients, la même médecin me dit, les patients maintenant, on les perd de vue. Voilà. Ils ne peuvent plus être sur les établissements. Les infirmières n'ont plus l'opportunité de leur référer. Et les pédopsychiatres extérieurs ne peuvent plus s'adresser à un alter ego médical
qui puisse garantir une bonne suite aux dossiers complexes. C'était très important à l'époque, quand on recevait en consultation un enfant, de pouvoir s'adresser au médecin scolaire et d'être sûr que les choses allaient se faire et avec une continuité et qu'à un moment donné, on referait le point. Docteur Lafont, dans 2 minutes, on va passer aux questions-réponses, s'il vous plaît. Dans 2 minutes. 2 minutes. Bon, merci. L'infirmière scolaire est bien isolée dans ses missions et parfois en difficulté. Je les entends, elle vient de m'en parler parfois. Il y avait 2 CMEP, leur intervention était précieuse car elles recevaient et traitaient un grand nombre de situations cliniques. Il y avait 2 CMPP, désolé, Tarbes et Lourdes. À ce jour, les 2 CMPP fonctionnent sur le département, mais leurs délais d'attente sont saturés. Les pouvoirs publics ont fermé, il faut le savoir, 25 à 30% des CMPP sur le territoire national. Dans une perspective, m'a-t-on dit, les responsables, les représentations professionnelles m'ont dit, dans une perspective de transformation en plateforme d'orientation, détection, diagnostic. La collègue m'a dit, après le diagnostic, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Voilà. Donc c'est une question. Dans le secteur médico-social, eh bien, je ne vais pas vous en parler parce que je n'ai pas le temps. Et puis, on peut dire qu'il y a quand même des médecins qui sont restés dans chaque institution, IR, IME, IMPRO, bien que certains soient absents en maladie ou des choses comme ça. Aujourd'hui, le secteur associatif spécialisé a encore 5 pédopsychiatres dans ses rangs, mais pas dans toutes les sections. Voilà. DITEP, voilà. Alors, je vais passer un petit peu là-dessus. Voilà, j'allais dire que les psychologues en poste dans ces institutions se retrouvent parfois bien isolés et évoquent une déqualification dans le fonctionnement, avec une rétrocession de la dimension clinique. Concernant le secteur libéral, et j'en resterai là, 8 praticiens pédopsychiatres étaient installés quand j'ai ouvert mon cabinet, 6 pratiquaient la prise en charge psychothérapique en cabinet. Les délais de consultation étaient courts, remplis, mais rarement saturés. Ces praticiens étaient souvent engagés dans des supervisions avec les professionnels. À ce jour, quasiment plus de pédopsychiatres dans le secteur libéral. Donc, on est passé de 6 vraiment engagés à 1. Voilà. Je pense être le dernier. C'est peut-être pour ça que je suis là, avec un carton de pédopsie et ma retraite est proche. Voilà. Au cabinet, je reçois entre 4 à 8 appels par jour de parents auxquels je ne peux donner suite. La consultation du pédopsychiatre libéral était un recours de proximité facilement accessible, souple, d'action préventive et qui dénouait un grand nombre de situations, des difficultés psycho-éducatives familiales aux états de crise. Enfin, le secteur paramédical, simplement pour dire qu'en 1985, il y avait un cabinet médical, un cabinet libéral de psychologues et de rééducateurs, donc 2 psychologues, 3 rééducateurs. À ce jour, il y a eu une grande libéralisation de l'installation des psychologues avec des multiplications, plus de 85 sur le département. Alors, je voudrais dire quand même que ce phénomène arrange les pouvoirs publics qui peuvent rassurer ainsi la population en ayant un service psy près de chez eux, mais surtout en le faisant payer. Car qui peut dire que les quelques séances remboursées suffisent à un accompagnement? Moi, les parents viennent me dire, bon, mais on y est allé 5 ou 6 fois, mais maintenant, on ne peut plus payer, donc on arrête. Beaucoup de familles arrêtent rapidement et les pédopsychiatres qui restent reçoivent des cas d'aggravation avec retard. Voilà. La formation, je dois dire que la formation des psychologues aussi est très disparate et qu'il n'est pas évident de repérer les psychologues qui ont une formation clinique pour leur adresser. Vu le nombre, il est vrai qu'on ne se rencontre pas beaucoup. Voilà. De la précarisation à la désagrégation, c'est ma conclusion. Voilà. Cette revue historique n'est pas exhaustive et reste ouverte aux compléments d'information. Voilà. Bon, j'ai eu des informations, mais ça mérite toujours d'être développé. Mais pour l'essentiel, elle parle d'elle-même. Et c'est un constat qui pose bien des questions. Il sera assurément enrichi par vos témoignages et la discussion, et les conséquences du professeur Marcelli nous seront très précieuses. Mon intention était de poser des faits et des réalités objectivables à l'attention des partenaires et des tutelles, non pas dans une dimension de sinistrose, mais dans celle de la responsabilisation. Ces réalités gagneraient à être portées à la connaissance de tous, bien entendu, car c'est les citoyens qui sont les financeurs de la santé.
La précarisation de notre spécialité est évidente et grave et sa désagrégation fait peu de doute si cela se poursuit. Les responsabilités sont subtiles, mais on gagnerait à les identifier. Il y a des responsables. Voilà. Si les raisons sont plurielles, les impératifs gestionnaires, je vais le redire, si les raisons sont plurielles, les impératifs gestionnaires et managériaux sont aux commandes et produisent leurs effets stérilisants sur les pratiques. Probablement, le ministère, depuis des années, doit-il penser que ce secteur coûte trop cher, il faut le dire, voilà, pour ce qu'il rapporte. La déqualification en serait le prix à payer. Nos organisations représentatives alertent depuis très longtemps sans être entendues. Les professionnels dévoués subissent en silence. Des perspectives, je ne sais si on peut en avoir, elles seront sûrement pas très sérieuses si on ne prend pas en compte le vrai témoignage des professionnels de terrain. Voilà. Les pédopsychiatres hospitaliers aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être pas. Voilà. Pourtant, sur notre petit département, des choses seraient possibles. C'est pour cela que je suis venu prendre la parole aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Lafont. Il va y avoir du débat, un petit peu. Je pense On a que un peu de temps. Vous pouvez rester là pour le temps d'échange et de questions Très si bien. On a les combien de personnes temps souhaitent réagir. On a 2-3 minutes. Désolée, je serai le maître du temps aujourd'hui, j'aurai cette mission désagréable. Voilà, si vous avez des questions sur cet exposé qui m'a coûté, et ça m'a aussi coûté de venir vous dire des choses pareilles, mais il fallait le faire. Bonjour, Fabien Belair, directeur du local ado de Lannemezan. Ma question, en fait, c'est vrai que cette baisse au niveau de la pédopsychiatrie, etc., j'en avais déjà entendu parler. Est-ce que vous vous auriez des réponses à pourquoi, les raisons profondes? Vous avez parlé du côté financier, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Ce désintérêt, en fait, pour la pédopsychiatrie en école de médecine ou... Écoutez, je vais vous le dire. Je vais vous citer. Un jour, je rencontre un médecin et il me dit, d'une autre spécialité, il me dit, mon fils fait médecine et il va avoir un choix à l'internat, il voudrait faire pédopsychiatrie. Mais on lui a dit que ce qu'il allait apprendre, il ne pourrait pas l'appliquer. Alors il hésite. Je vous ai répondu, je ne pense pas qu'on puisse lui donner tort. Voilà. Et donc, de ce fait, mais le professeur Marcelli il est beaucoup plus compétent que moi, il dira ce qu'il en est de ces choses d'orientation. Voilà. Je me permets de prendre la parole. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit, docteur. Et en effet, on ne peut que constater la difficulté à recruter sur la spécialité de la psychiatrie en général, quand on regarde comment est classée ces spécialités au choix d'internat, en général dans les 3 ou 4 derniers, on est un peu, la psychiatrie est choisie devant la gériatrie, devant la santé publique. Et puis après, en général, elle est en bout de... Voilà. Peu importe, même si il faut essayer de lutter contre ça. Alors, en revanche, vous vous interrogez, vous l'avez dit, sur la volonté des pouvoirs publics. Alors moi, je ne suis pas du tout la passionnariat de la fonction publique de l'État, ou je n'ai pas de mission commandée pour essayer de dire les choses. En revanche, je pense très sincèrement qu'il n'y a aucune volonté, de ne pas vouloir développer la psychiatrie, la santé mentale. Il suffit quand même de regarder les assises de la santé mentale, le travail qu'a fait M. Bellivier, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je rappelle simplement un chiffre qu'on ne connaît pas forcément. Le coût de la santé mentale dans la définition que vous avez donnée, c'est-à-dire bien au-delà de la psychiatrie, est de 109 milliards d'euros par an. Quand on met ce qu'on doit payer aux patients qui ont la MDPH, au coût social de la famille qui ne peut plus travailler, enfin bref, donc au sens large. On ne parle pas simplement des dépenses de la psychiatrie ou même de la santé en ville ou du bien-être, enfin la dépression, etc. Non, mais c'est quand même 109 milliards d'euros. Donc je pense que ce chiffre, il est connu et il parle de lui-même qu'il est évident qu'il faut qu'on travaille sur ce sujet. Donc non, il n'y a pas de volonté de ne pas vouloir accompagner. En revanche, il faut s'interroger
de la raison pour laquelle cette spécialité n'est pas choisie et valoriser cette spécialité. Et donc je crois, et ce n'est pas du tout une critique, parce que vous l'avez dit, ça vous a coûté. Mais je pense qu'il faut aussi que collectivement, on donne l'envie. Que collectivement, on se dise que c'est un métier d'une immense noblesse. Et que ça n'est pas que du désespoir, de la violence, de la stigmatisation, de l'isolement et de la souffrance. Mais que c'est aussi une mission de la vie que l'on porte, d'une famille que l'on porte, d'une société que l'on aide et que l'on écoute. Et que c'est aussi très important de se le dire. D'une façon plus, là, ici, pragmatique, que ce soit l'ARS ou que ce soit l'ADD, on essaye de trouver des solutions immédiates. Et donc, il y a le regroupement de la pédopsychiatrie qui, je l'espère, permettra de mieux recruter. Il faut aussi qu'on réfléchisse à comment s'organiser pour pouvoir s'adosser sur le social, l'écoute. Enfin, voilà. Ce constat que vous faites, il est terrible. Il nous oblige. Il est en effet très sombre. Hein. Pour autant, on ne peut pas se dire on va tous mourir. On est obligé de se dire les pédopsychiatres n'ont pas choisi, les pédopsychiatres ne sont pas là, il y a des pédiatres, il y a l'éducation nationale, il y a des éducateurs, etc. Comment réfléchir, passer ce cap et essayons collectivement de donner l'envie. Il y a aussi, je crois, une lourdeur de l'administration, de la réglementation, qui est moins en pédopsychiatrie d'ailleurs qu'en psychiatrie adulte, qui décourage les psychiatres. Et là aussi, il faut qu'on ait une réflexion sur comment alléger, autant qu'on le pourra, ce travail de tracer, s'expliquer, un peu, on va dire, médico-légal, quoi. Voilà. Mais ne voyez pas de critique dans votre propos, simplement, c'est de se dire collectivement, il faut qu'on trouve. Voilà. Je voudrais vous répondre. Je vous en prie. S'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment une question pour moi. C'est vraiment une question pour moi d'entendre qu'il y a beaucoup d'argent qui est consacré, ce qui doit être sûrement vrai. Et comment se fait-il qu'il fut un temps où on avait comment dirais-je, les possibilités de bien travailler, là, c'est des preuves, cet inventaire. Hein, voilà. Et que maintenant, où il est passé cet argent? Voilà. Quant aux médecins, ce n'est pas les pédopsychiatres qui ne sont pas là. C'est qu'on a fait en sorte qu'ils ne soient pas là. Et qu'il y a des responsables dans les ministères depuis une trentaine d'années, malgré ce qu'on leur dit, nos organisations professionnelles nous en tiennent informés, rien ne bouge. Ils savaient très bien qu'on allait être dans une situation dramatique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les piliers. Alors, pour en finir par rapport à votre intervention, voilà. Alors, effectivement, on peut développer tout un tas de choses, des choses sympathiques, utiles, mais le fond, quand même, moi, quand les gens m'appellent et que je vois que je ne peux rien leur proposer, de leur dire ben, j'ai trouvé un psychologue et qu'ils vont un peu à l'aventure, je ne suis pas bien. Voilà, je vous remercie. Pierre, tu t'en vas, j'avais une question, moi. Pierre, c'est pas fini. Je voulais juste déjà te remercier pour ton courage, pour avoir dit les termes, comme disent les jeunes. Et j'avais une question, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, sur le département, on a beaucoup de psychiatres en tout cas, qui sont en fonction de psychiatres, qui ne sont pas psychiatres de formation de base. Et je me semble, comme ça. Alors c'est vraiment, il me semble, tu vas me dire, qu'il y a des anesthésistes, pédiatres, on a des médecins généralistes, etc. Qui, entre-temps... Alors, il me semble avoir entendu dire qu'il y a une petite formation qui est faite, quand même. Est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus? C'est-à-dire, c'est quoi cette formation-là? Sous-entendu, qu'est-ce qu'on suppose qu'il faut comme formation pour opérer comme psychiatre? Comment on passe d'anesthésiste à psychiatre ou pédiatre à psychiatre? Pour nous donner une idée de comment on considère ce métier-là, finalement. Hein? Parce que moi, je sais qu'en master de psychologie, on avait beaucoup d'étudiants de psychiatrie, d'internes, qui doublaient leurs études en venant en psychologie parce qu'ils n'avaient plus d'enseignement de clinique. Que de la pharmacopée, principalement de la pharmacopée.
Ce qui donne ce que tu disais sur on ne peut pas voir les gens régulièrement, donc on met des médicaments, ce qui fait que ça tient le temps qu'on les revoit, quoi, par exemple. Bon. Et je ne suis pas du tout contre la médication. Hein. Pierre, je ne sais pas si tu seras en mesure. Pierre, je ne sais pas si tu seras en mesure de répondre à cette question qui est, qui est un peu compliquée. Hein. Moi, j'ai envie de dire bienvenue. Bienvenue à toutes les personnes qui s'intéressent à la psychiatrie, la prise en charge de la santé mentale, quoi. Effectivement, hein, on peut avoir eu d'autres détours dans sa carrière médicale et de s'orienter secondairement vers la psychiatrie. Moi, je leur dis bienvenue. Alors, effectivement, hein, Pierre, hein, tu as eu une présentation qui est assez ingrate et qui pourrait nous amener à déprimer. À réagir. Alors, mais moi, c'est ce que j'ai envie effectivement de dire, c'est tout au long de l'élaboration du projet territorial de santé mentale, nous avons eu l'occasion de rencontrer une multitude de professionnels d'horizons très divers et surtout très motivés. Alors effectivement, en face, on leur met les moyens qu'on a. Hein, on leur met notre bonne volonté, notre professionnalisme, hein, qui demande toujours à être étayé, bien évidemment. Le constat de ces journées, c'est un thème important, la santé de nos jeunes adultes, des adultes de demain. Hein, je suis plutôt psychiatre adulte, donc ça me préoccupe aussi énormément. Et c'est la nécessité de s'appuyer sur cette multitude professionnelle. Et ces journées, cette journée, ça va être l'occasion pour tous ces professionnels de se rencontrer, de se connaître physiquement. Et ça sera beaucoup plus facile, plus simple d'appeler quelqu'un qu'on connaît. Et en connaissant ce que l'autre fait, dans toutes ses limites aussi. Hein, mais on sait ce que l'autre fait, on aura un langage commun, on pourra lui transmettre quelque chose qui est dans ses compétences. Et chacun fera comme il peut, dans la limite de ses moyens, mais moi j'ai perçu une immense volonté d'avancer. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose. Bon, la formation qu'ils ont, je ne peux pas en répondre, comme le disait monsieur le docteur Blanchet. Le professeur Marcelli pourra bien en parler, je suppose. Par contre... Voilà. Non, après, c'est vrai que ça peut susciter notre colère dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement devenir psychiatre comme ça. Mais ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. On n'aurait pas demandé à un chirurgien de devenir chirurgien comme ça, quoi. Hein. Bon, voilà. C'était tout simplement une question, hein, parce que c'est une vraie question. Oui, non, mais maintenant, il y a eu des vraies formations, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent se réorienter vers la psychiatrie, elles ont un véritable cursus qui dure plusieurs années. Monsieur Marcelli. Je vous remercie pour ces prises de parole. Je vais quand même préciser 2 mots. 2 mots très rapides parce qu'il faut qu'on continue, je suis désolée. C'était pour dire que j'ai été témoin de certains praticiens qui n'étaient pas psychiatres, et j'aurais tendance à te répondre, ça dépend pourquoi ils viennent. S'ils viennent pour médicaliser, prescrire des médicaments, c'est un problème. Par contre, j'en ai vu certains qui venaient de secteurs comme l'urgence et qui étaient superbement impliqués et qui développaient quelque chose, comme le dit Régis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Lafont, pour votre présentation.